Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique saison 5. On va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Quand je dis on, c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Avant toute chose, je vais vous présenter toutes mes excuses pour le retard sur cet épisode. C'est un peu moi, ma vie est passée d'un immeuble à l'autre et ça a été un peu compliqué. Mais voilà, on est là, on est de retour et on va continuer. Chacun une reco, avec plein de petites choses dessus, et à la fin, un truc en plus. Vous avez le programme, vous avez nos voix, vous avez tout ce qu'il faut. Et ben c'est parti. Aurore, c'est quoi ta reco? Alors Marco, c'est l'album Turbo de Judas Priest. Alors, Judas Priest, groupe qui a peut-être pas besoin d'être présenté, mais on va le présenter quand même, qui est un groupe donc, de heavy metal anglais, qui est originaire de Birmingham, au Royaume-Uni, et qui a été fondé en 69, donc un an après Black Sabbath, et 6 ans avant la création d'Iron Maiden, si on peut placer un petit peu en période. Mais là, on va parler donc du coup de l'album Turbo, qui est leur 10e album, et qui est sorti en 86. C'est un groupe qui est assez mouvementé en termes de line-up. Il y a pas mal de changements et le seul membre en fait le plus constant, mais pas uniquement constant, c'est Rob Halford, qui est le chanteur emblématique du groupe. Il est arrivé en 73, mais il est parti en 92 avant de revenir en 2003. Le groupe avait alors pris un autre chanteur qui s'appelait Tim Reaper Owens. Mais du coup là, c'est Halford, c'est le mec qui est resté le plus longtemps. Ils sont quand même caractérisés par un duo guitariste qui a non seulement influencé le métal en fait par leur jeu qui est assez incisif, mais aussi par la manière de se comporter sur scène, le fameux double headbanging des gratteux, donc placés l'un et l'autre sur le côté, l'un derrière l'autre sur le côté. C'est un des trucs visuels, je pense qui a été repris par pas mal de groupes de métal, notamment Slayer le fait aussi, l'a fait aussi. C'est le genre de petit truc qui fait que Judas Priest, c'est pas un groupe non seulement influent dans le métal pour le son, mais juste pour l'image en fait, de manière générale. Alors, on en reviendra d'ailleurs, on va y revenir sur la question de l'image pour parler de Rob Halford en particulier et des paroles. Mais toujours est-il que Judas Priest, c'est un groupe assez emblématique. Personnellement, que j'avais jamais vraiment écouté en fait. Bien sûr, je connaissais vite fait des morceaux. Un des trucs les plus connus d'eux, ça va être merde. J'avais pas pensé Fight for Your Right to Party, ouais. Mais c'est pas du tout ça. C'est Breaking the Law, oui. Qui est sur l'album Painkiller. Mais en l'occurrence, ils ont un pléthore de hits. C'est un groupe qui a une très longue discographie, vraiment chargée en hits. Donc plein de trucs à découvrir. Et pendant très longtemps, je me suis jamais trop porté dessus parce que en fait la voix un peu caricaturale, très heavy, penchée vers le haut, ça m'intéressait pas des masses. Jusqu'à ce que je découvre des groupes de heavy comme Eternal Champion qui m'ont beaucoup plus parlé et que du coup je me dis en fait je devrais écouter un peu de Judas Priest et que je me rends compte qu'en fait c'est un groupe vraiment fantastique avec plein de hits qui est plus en fait à classer maintenant dans l'hard rock pratiquement en termes de quand on compare un peu ce qu'on attend d'un groupe de métal. Quand t'écoutes Judas Priest maintenant, tu te dis putain, c'est quand même beaucoup moins agressif. Mais surtout, c'est des vrais bons morceaux. Quoi qu'on dise, c'est extrêmement efficace. Les refrains sont monstrueux. Et les riffs fusent, les solos sont exceptionnels. C'est vraiment un putain de groupe. Et qui a traversé plein d'époques.
En l'occurrence, 86, quand Judas Priest sort Turbo, donc qui est un album qui fait suite à Defenders of the Faith, qui était déjà un disque quand même plutôt heavy classique, quoi. En 86, en fait, Judas Priest, il décide de mettre un peu de clavier dans leur son, ce qui s'avère être une décision pas les plus avisées, parce que c'est un album qui va être vachement déprécié par les fans. En fait, c'est pas un disque qui va très fonctionner, tout simplement parce qu'on les accuse de faire du glam en fait à l'époque. Ce qui est pas vraiment le cas, parce que quand tu compares au reste de Judas Priest, oui, il y a un peu plus de clavier, mais en fait c'est pas si différent que ça de ce qu'ils faisaient d'habitude. Il y a pas tant de morceaux avec du clavier, et je dirais même plus que la raison pour laquelle ils ressemblaient à faire du glam, c'est que il y avait des groupes de glam à l'époque, et qu'en fait les groupes de glam sonnaient un peu comme Judas Priest, et finalement ils sont passés un petit peu ils sont arrivés à l'époque avec un disque qui ressemblait un peu trop à l'influence qu'ils avaient eu sur d'autres groupes, et donc du coup ils s'étaient pas autant distingués. Ça, et le fait que dans le métal à ce moment-là, en 86, c'est une période charnière. Je trouve ça super intéressant en fait, que quand tu regardes en fait les disques qui sont sortis la même année, t'as vraiment deux tendances qui s'affirment. T'as d'une côté le glam avec Bon Jovi, Poison et Europe. Donc en 86, t'as Slippery When Wet de Bon Jovi qui sort, donc qui est quand même l'album emblématique de Bon Jovi. Look at What the Cat Dragged In de Poison, donc avec les quatre visages, Ouais. qui est pareil emblématique, mais bon voilà, qui est emblématique pour une mauvaise raison, parce que c'est pas terrible. Puis The Final Countdown de Europe, quoi. Le Et là pour le coup, Final. ouais, le Final Countdown, quoi, genre là pour le coup dans Judas Priest, t'as pas du tout d'accroche de clavier aussi grossière que ça, quoi. Et pas grossière, je veux dire vraiment genre appuyé, quoi. T'as rien de tel, ça reste quand même un disque qui est plutôt orienté guitare. Puis de l'autre côté, la même année, en 86, à côté de Judas Priest, t'as le Master of Puppets de Metallica et Rain in Blood de Slayer. Et donc du coup, le metal en 86, c'est soit très pop, soit beaucoup plus extrême, parce que pour le coup, Master of Puppets, il y a des refrains, c'est catchy, mais c'est des morceaux Ouais. méga longs, avec des structures super compliquées, beaucoup de techniques, mortel comme album, y a rien à redire, mais Mmh. juste, c'est quand même un truc qui était pas censé être vendeur, et au final, ils en vendent des palettes. Puis Rain in Blood, qui est donc, annonciateur de tout ce qui va être extrême, et donc album de moins d'une demi-heure, quoi, genre, pour un disque de métal, c'est quand même un peu particulier. Et puis avec des titres qu'enchaînent Megavid, Dave Lombardo, qui en fout partout. Bon, compares ça à Turbo, tu comprends très bien que quand Judas Priest sort Turbo, il plaise à personne en fait. Parce que d'un côté, ils sont pas assez glam pour plaire aux fans de glam, et ils sont pas assez extrêmes en fait pour plaire aux fans de heavy, qui du coup se dirigent vers des trucs comme Metallica, quoi. Parce que pour le coup, je pense Metallica, c'est annonciateur de ce qui va venir par la suite, quoi. Master of Puppets, ça devient le disque emblématique, quoi. Et donc du coup 86, c'est pas une super bonne année pour Judas Priest, mais en fait c'est un disque très 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 cool, qui a un son de clavier donc un peu présent, mais pas tant que ça, qui est surtout marqué par un son un peu de boîte à rythme. Ouais. Genre le premier morceau en fait a un début genre touk 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 touk, hem, qui est très en fait très Wham. C'est d'ailleurs, le 86, c'est l'année de la séparation de Wham d'ailleurs, hein, Ouais. donc on est vraiment totalement dans cette époque-là. Hem, tu beaucoup, surtout beaucoup de chansons romantiques, qui sont du coup plus associées au glam, même si, ils ont toujours fait partie de ce que faisait Judas Priest, hein. Judas Priest a Mmh. toujours eu des morceaux, très romantiques. Ils ont par contre souvent des contenus très terre à terre, donc des chansons sur un amour passionné, ou Private Property, dont on va parler un peu plus en détail. Et les claviers en fait sont pas si présents que ça, en fait. Il y a beaucoup de solos. Ça en fout vraiment partout, et Tipton et Downing, donc qui sont les deux gratteux, vraiment les lead guitares sont toujours présentes. Pratiquement tous les morceaux, t'as un solo ou t'as un moment où genre ça, genre ils en foutent partout. La gratte Et métal des années 80 quoi. exactement, ouais, c'est très, 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 très marqué années 80, mais c'est un son qui fonctionne encore super bien, quoi, parce que justement il reste quand même dans la tradition Judas Priest, heavy metal à l'ancienne, et c'est ça, même s'ils en font des tonnes, en fait, avec vraiment des grosses cavalcades mélodiques, en fait, du coup, ça
met de côté vachement les claviers en fait, qui ont beau être présents, bah, ils sont pas si importants que ça. Mmh. C'est marrant d'ailleurs de voir que sur Wikipédia, l'album est qualifié de glam, alors que quand tu l'écoutes, tu fais la comparaison avec le glam, tu fais genre, bah, oui, un petit peu quoi, mais pas tant que ça quoi. Donc plus peut-être que d'autres albums de Priest à la rigueur, mais vraiment, vraiment exagéré quoi. Hem, la voix donc de Halford, méga présente, donc Ouais. type qui vraiment pousse dans les aigus, pas tout le temps non plus, c'est pas un il en fait pas, non plus, Mmh. des tonnes, Ah, je suis d'accord avec toi et mais même moins que dans d'autres, hein. ouais, tout à fait. Bah, Painkiller, Ouais il est beaucoup plus dans les aigus sur Painkiller. il va chercher Mais loin, ouais. Painkiller, c'est quand même un disque qui va vraiment genre, limite qui essaye un petit peu, que c'est vite fait au trash quoi, c'est beaucoup plus nerveux. Ouais. Alors que là, on est vraiment totalement dans des trucs qui veulent chercher les hits quoi. C'est une machine à hits, Turbo. D'ailleurs, je trouve que justement, c'est pour ça que je le recommande, c'est que même s'il a pas forcément une très bonne réputation, au final, tous les morceaux déboîtent quoi. Hem donc du coup, ouais, Rob Halford, voix de malade, type qui est aussi, vraiment extrêmement reconnu, hein, pour le coup, même encore, de nos temps, il y a quelques années, Dolly Parton l'avait invité sur un morceau, donc c'est vraiment un type dont la voix, en fait, est non seulement emblématique dans le métal, parce qu'il a influencé tout le monde. Je pense que même Tom Araya, par exemple, quand il pousse un petit peu des aigus, il essaye aussi de taquiner ce que faisait Rob Halford dans un autre genre. Mais en termes de chanteur, c'est un type qui a une voix phénoménale, quoi. Parce que registre vocal extrêmement influent, mais très, très impressionnant, et qui du coup est presque plus influent d'ailleurs que Ozzy, puisque Ozzy, même si, sa voix et son timbre en fait conviennent parfaitement, à Black Sabbath, quoi. Ils font d'ailleurs beaucoup dans le charme de Black Sabbath, malgré toutes ses limites. Ben, justement, le fait que Ozzy, il est un peu limité, personne n'a vraiment tenté tant que ça d'imiter trop Ozzy, quoi. Tu essaies de trouver ta patte, mais tu fais pas non plus du Ozzy Osbourne. Mmh mh. Alors que tu plein de gens qui ont essayé de faire du Rob Halford, quoi, qui ont vraiment dit genre: «Oh putain, si je peux arriver au même niveau, ça serait ouf». Et du coup, pour moi, Judas Priest, c'est un groupe dont on parle beaucoup moins par rapport à Black Sabbath, mais au final qui est tout aussi important, et du coup qui est pas, même souvent pas aussi haut dans les têtes d'affiche que pouvait l'être Sabbath ou plein d'autres groupes en fait. Ouais. Et c'est un peu dommage parce que c'est un groupe qui mérite vraiment d'être visité à donf. Du Alors coup, avant que je ouais. parle en détail de certains morceaux, de qu'est-ce que tu en as pensé? Alors déjà, moi, ça a été un petit peu une surprise déjà que tu recommandes cet album parce que dans mes souvenirs, j'avais quand même une image, très, bah, très 80 de Judas Priest. Mmh mh. J'avais quand même bien Painkiller en tête, honnêtement. Ouais. Heu, Turbo, je m'en souvenais pas spécialement, pour le coup. Sachant que moi, je les ai découverts bien après l'époque. Du coup, au moment de l'écoute, je fais: «OK», 1er morceau, je fais: «Mmh», et au final, bah, je me fais complètement capter par l'album. Heu, il est, heu, il est vraiment étonnant, parce qu'il est construit de telle manière que enfin, je trouve que même maintenant en 2025, bah, oui, il est daté, oui, il a son style de l'époque, mais putain, il est easy listening, tu rentres dedans super Ouais. bien, il est c'est quand même extrêmement bien produit et bien composé, bien créé, bien harmonisé. C'est vraiment étonnant. Oui, t'écoutes un album de 86, oui, tu un groupe de heavy metal de 86, oui, t'écoutes Judas Priest, heu, mais ça vaut le coup de l'écouter maintenant. Mais Tu surtout pas l'impression c'est à la fois une capsule vintage et quelque chose de super intéressant à écouter encore de nos jours, bah, pour la qualité d'écriture, pour la qualité de composition. Le coup de la double guitare, alors bien évidemment, c'est moins parlant à l'oreille que sur scène, et c'est comme assez fou. En regardant vite fait l'histoire de l'album, j'ai quand même vu qu'il malgré que le fait qu'il était un peu moins bien accueilli à l'époque, il est quand même disque de platine à l'époque. oui, ça Ils enchaînent vend, hein. sur une énorme tournée qui tourne à guichet fermé. Heu, Moi, je trouve que pour un album qui est quand même je suis d'accord avec toi au final quand on parle un peu à droite à gauche, qui est plutôt décrié, il est quand même plutôt massif et plutôt ultra intéressant, et je dirais, comme je disais tout à l'heure, moins par moments caricatural que Painkiller, et du coup, je le trouve plus intéressant sur le fond, peut-être plus que sur ce que ça, que sur le côté sur le pur côté, technique.
Et puis surtout, je trouve que, enfin, bon, en tout cas moi, par rapport à l'image que je me faisais du heavy metal avant de plonger dans Priest, en fait, le Ouais, heavy metal pour moi c'était beaucoup, Iron Maiden. ouais. Et Maiden, pour moi, c'est très pompeux, en fait. C'est des Ah structures oui! vachement alambiquées, c'est des grosses histoires épiques et tout. Et en fait, je trouve que Judas Priest, et surtout dans Turbo, ils vont vraiment à l'essentiel, quoi. Mmh. C'est des disques et c'est des morceaux qui vont uniquement à créer des gros refrains et qui vont pas te chercher à raconter des trucs épiques. Alors, oui, est-ce que tu vas avoir les chevaux au vent? Bah oui, forcément, tu vas le sentir, le souffle de l'air, là, passer entre dans tes narines, pendant tout l'album parce que ça va y aller à donf, mais en même temps, c'est pas non plus exagéré, Oui, en fait, ça c'est appuie au ça, bon c'est moment. pas exagéré. C'est pas ça a une, force innée, naturelle, instinctive, on va dire. Je sais tu vois, je trouve pas de mots, mais Oui, c'est pas comme tu dis, comme Maiden où il y a un côté, nécessairement épique, héroïque, grandiloquent. Non, non, eux, c'est juste putain efficace, dans le style, bien sûr, mmh mh. parce que c'est la manière dont c'est construit, la manière de ce que ça raconte, la manière de ce dont ce que c'était pas très français mes phrases, mais la manière dont ça veut te faire partager des trucs. Il y a pas, ils vont pas chercher une thématique enlevée, héroïque, épique, je sais pas quoi, ou gore, ou violente. Non, non, ils vont te parler d'eux, mais avec une manière et une force qui est la leur et du coup, ça rend le truc bien plus dynamique, même avec le temps de bien plus riche au final. Je suis d'accord aussi sur ce que tu disais avec toi, sur le côté qu'ils sont incroyablement sous-cotés, surtout la période, de la création grosso modo jusqu'à 91-92, je me souviens plus trop, mais il y a vraiment, il y a Il y a eu vraiment, une perte de vitesse, en fait, en termes de popularité, en fait, qui a été d'ailleurs marquée en 90 par le procès, en fait, qui leur a des été trucs fait. subliminaux là. Les trucs subliminaux, Ouais. ouais, qui étaient sur une reprise, en fait, d'ailleurs, un morceau qu'ils avaient même pas écrit, ou qui aurait influencé, en fait, à 2 gamins, l'un à se tuer et l'autre, en fait, à une tentative de suicide. Donc ils ont chacun, tous les 2, essayé de se tuer, mais il y en a un qui a réussi, l'autre qui a réussi. Il y en a un qui a malheureusement attenté à ses jours, qui a mis fin à ses jours, et l'autre, en fait, qui s'en est sorti avec, des blessures, mais dire qui est décédé par la suite, quelques années après. Donc il y a eu tout un problème sur lequel je pense, enfin, je voudrais revenir un petit peu parce que tu me dis, tu mentionnes très justement, en fait, qu'ils parlent d'eux-mêmes, Mmh. et c'est ça pour moi le truc le plus important dans Judas Priest, la raison pour laquelle je suis vraiment allé sur Judas Priest, c'est la question de la culture queer. Ouais. Parce que autant, enfin, de tous les groupes de heavy, très souvent c'est du voilà, c'est les trucs de mecs, mais genre les trucs de mecs machos, chiants à mourir. Mmh. Le truc vraiment fou avec Judas Priest, c'est que, Rob Halford, donc maintenant il est, je pense, mondialement connu comme étant un chanteur, gay, mais jusqu'en 98, c'était pas connu. En tout cas, c'était pas connu ouvertement. Les fans, certains fans s'en doutaient un petit peu parce qu'ils, bah, ils ouvraient un peu les yeux, ils écoutaient un peu les paroles, ils disaient genre: Tiens, il dit quand même des trucs», genre quelqu'un qui a j'ai vu un thread sur Reddit, en fait, de quelqu'un qui posait la question genre: «Est-ce que quand vous avez appris que Rob Halford était gay, est-ce que ça a changé votre perception? Comment c'était à l'époque?» Et quelqu'un, en fait, racontait qu'ils avaient, entendu Rob Halford répondre à une question à une émission de radio, l'intervieweur à la radio demandait à Rob Halford, «Mais est-ce que vous avez déjà offert des fleurs à une femme?» Et Rob Halford aurait répondu genre: «Oh, juste à ma mère». Et tu fais genre: «Ah, OK». This is a sign. Et c'est pas évident, mais c'est un peu genre: «Ah, OK, d'accord, bon». Pink. Remets la Tu tout seul, perspective. tu toujours tout seul? Ah ouais, OK. Mmh, OK. Et en fait, quand tu regardes de plus en plus, en fait, maintenant quand les gens regardent la manière dont Rob Halford est habillé, en fait, tout le monde se dit genre: «Ah bah oui, c'est évident». Alors qu'en fait, bah non, c'est juste un truc qui était un truc de biker. Il s'habillait comme un biker, d'ailleurs, dans son bouquin autobiographique, en fait, il parle juste principalement de cette influence de la culture biker et du fait que, bah, il l'a fait pour un morceau, pour une tournée, et en fait, les gens ont vachement réagi positivement à ça, donc du coup, ils commençaient à le faire en disant genre: «Bah, voilà, ça va être notre style», et donc du coup, bah, ils ont appuyé à fond sur, voilà, le cuir et tout ça, mais en fait, ils étaient pas du tout influencés, et lui n'était pas du tout influencé par la culture SM, c'est pas un mec qui est dans ce milieu-là. Tu peux à la rigueur, dire que c'était un type qui était influencé par, Tom from Finland. Mmh. Donc, Tom from Finland, c'est un des esthètes, en fait, de la comment dire? De l'esthétique, gay, en tout cas dans les années 70, 80.
puisque c'est un artiste en fait qui a du coup représenté beaucoup de personnages gays en fait et du coup qui a créé toute une esthétique qui est associée clairement à la culture gay et à la rigueur Rob Halford oui forcément il a dû voir ça, il était dans ce milieu-là donc c'était quelque chose qui a peut-être eu une influence mais en vrai de vrai, le management il était sûrement derrière à dire genre: «Bah attends, on va pas forcément, trop vouloir, affirmer que ton orientation sexuelle parce que ça peut être un vrai problème». On le voit en 90, justement quand le groupe a un procès pour message subliminal, ben, les gens l'accusent, de dire: «Tu un message subliminal qui a poussé les gens au suicide». 90, il a le procès, 93, il se barre de Judas Priest. J'ai envie de dire que quand tu as un procès qui te dit genre: «Ah, tu laisses passer un message, sous-entendu», alors que tous tes paroles quand tu parles de chansons romantiques peuvent être facilement interprétées comme étant le fait que tu parles de romance avec un autre homme. Et que justement à cette époque, il vivait extrêmement mal du coup, parce qu'il pouvait pas affirmer ça il pouvait pas avoir de romance avec personne, il pouvait sortir avec personne. Il avait justement beaucoup de personnes, de partenaires d'un soir et finalement beaucoup de chansons romantiques qui sont sur, Turbo et dans les morceaux de Judas Priest sont sûrement des fantasmes, plutôt justement de pouvoir affirmer et de vivre librement et ce qui rend d'ailleurs le coup un peu dramatique d'ailleurs quand il repense, mais le fait est qu'en 90 quand on lui dit genre: «Ah, il y a des messages subliminaux dans tes morceaux», je pense qu'il a dû dire genre: «Quel message? Genre, tu poussé les gens au suicide, genre? Ah? Hein? Quoi? Ça? Non? Mais ah bon, vous êtes sûr? Quel ah pas ce message, OK d'accord, pardon». Non, mais Parce que je veux faut quand même recontextualiser. En 86, comme tu disais, c'est au moment où Wham, se sépare. Wham, je veux pour rappel, la déclaration de l'homosexualité de George Michael a été un gouffre pour énormément de jeunes femmes. ah bah Personne oui. alors que de nos jours, tu vois les clips, tu fais: «Mais, même les clips quoi». Tu fais: Non mais «Bah et les tu gars». regardes les clips, tu regardes les 2 mecs en fait, Oui, c'est oui, surtout ça. tu regardes ce qui est montré dans les clips, c'est ce que je veux dire. Mmh. Bah non, 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 je suis désolé, enfin, non, enfin, vous en doutiez? Bah, OK, bah, c'était pas la même société, ils avaient pas les Non, mêmes regards, ils ne voyaient pas la même chose, heu, les gens connaissaient pas les codes en fait, connaissaient aussi. oui, alors, connaissaient pas Parce les que codes, oui, mais en même temps, alors, je sais j'ai une pas. anecdote j'ai une anecdote de ça que j'ai trouvée dans ce même, thread, Ouais, de Reddit, où quelqu'un parlait du fait quand on a demandé à l'époque à Lemmy si, il était choqué d'apprendre que, que Rob Halford ouais. était gay et il racontait que genre, bah, non parce que quand je l'ai vu les plusieurs fois dans des soirées, en fait, il avait une casquette avec marqué cruising. Du fait genre: «Ah ouais d'accord, ouais». C'était pareil que dans le milieu de la musique tout le monde était au courant que Halford était gay, quoi. C'était juste un secret très très mal gardé parce que du coup, il, il avait des minets et tout, et même quand il y a une autre anecdote d'ailleurs assez parlante d'une nana groupie qui raconte d'ailleurs à un type plus tard en disant genre ouais on est allé voir Judas Priest en backstage et enfin Halford il est parti avec un mec tu vois. Mmh mh. Et d'ailleurs un des gratteux roulait un patin à un autre mec donc était un des gratteux était vraisemblablement bi et Halford, enfin, il faisait pas semblant de sortir avec des meufs pendant qu'il était quand il était avec, sorti de scène, quoi. Il faisait genre: Mmh. «Bah, non, ce mec-là, il me plaît, genre tu veux venir baiser?» Genre: «OK». C'était vraiment évident à partir du moment où tu passais outre, le décorum du groupe, hem, mais c'est resté quand même un gros, gros secret et c'est vraiment marrant, enfin, pour moi maintenant de réécouter tous ces morceaux-là, parce que tu as beaucoup de sous-textes. Mmh. Donc je pourrais parler de plein d'autres morceaux, notamment par exemple Living After Midnight. Pour moi, c'est un hymne queer, par exemple, alors que tu pourrais le prendre en mode genre, bah, oui, tu vis le soir, tu te laisses aller, mais en fait, enfin, la culture queer, elle est surtout le soir, en fait. C'est les Bah clubs, oui. c'est l'expression, c'est surtout dans une époque où tu pouvais pas être out, bah, tu pouvais le faire que le club le soir quand la nuit tombait, que tu pouvais prendre la main de ton mec et pour prendre la main de ta nana et pouvoir t'exprimer librement. Donc Living After Midnight, par exemple, pour moi, c'est vraiment un titre très, très marqué par le fait de vivre caché. Mmh. Sur un autre album d'ailleurs, sur Defenders of the Faith, il y a le morceau, ah mince, le nom m'échappe sur le moment, Joe Breaker. Ouais. Alors Joe Breaker d'ailleurs c'est très marrant dans ce fameux thread Reddit, il y a un type qui mentionne ce morceau et quelqu'un qui répond en disant genre: «Mais je vois pas ce qu'il y a de sous-texte gay dans Joe Breaker, Ah ouais? c'est juste un morceau sur un type qui vit la pression de la société et qui du coup il peut pas être libre».
Et, et donc, déjà, tu fais genre, ok, mais genre ça, c'est un peu un problème sur, enfin, sur la question du coming out, jusqu'à ce que quelqu'un renchérit en disant genre non, mais dans la biographie de Halford, il explique que Joe Breaker, c'est sur un mec qui avait une grosse bite, en fait. Ouais, Donc, Joe Breaker, donc, casseur de briser la mâchoire. mâchoire. Voilà, donc voilà, j'ai pas besoin de trop expliquer. Donc, t'as plein de titres comme ça qui sont très 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 marqués. Il y a un titre sur Turbo où Halford utilise un pronom féminin, mais juste, enfin, c'est clair et net que ça sent la pression du management ou même lui qui a essayé de dire genre bon allez, on va faire semblant que ça part d'une fille, mais Ouais. enfin, tu regardes le reste des paroles, donc Turbo Lover, par exemple, c'est extrêmement sexuel. Un des couplets, c'est encore et encore, nous arrivons au lieu que tant cherche. Nous attendions la synchronicité dont beaucoup parlent. Nous approchons du paradis avec cette lourde dose fulgurante pour nous plonger dans l'abandon et nous nous brisons avant d'exploser. Genre, ok. Genre, la métaphore très difficile sur l'orgasme, genre, il faut vraiment la chercher très loin, quoi. Ouais, très bien écrite en Euh, plus. qui est C'est très parce bien que écrite, c'est hein. on en revient à ce que je disais au tout début qui est la c'est très, très bien maîtrisé. C'est très, très Ah, bien écrit, c'est tout est extrêmement bien incroyable. foutu. Quel C'est extrêmement bien le foutu. choix des mots et le choix du propos, enfin, c'est très, très bien écrit, quoi. Out in the Cold, comment est-ce qu'il y a un morceau que j'aime énormément, qui est assez intéressant parce que tu places, qui est encore un morceau romantique, mais tu as une position un peu, comment dire, passive en fait. Ouais. Donc il se place dans une position en disant: «Oh j'aimerais que tu sois là avec moi, que tu prennes soin de moi», quoi. Ce qui est quand tu écoutes un peu plus des morceaux de glam et pas nécessairement le cas, généralement les mecs se disent plutôt en mode genre: «Bah je vais m'occuper de toi». Toi, Mmh mh. je prendrai soin de toi bébé, tu vois? Alors que là, c'est plutôt Halford qui se met genre: «Occupe-toi de moi, j'ai Mmh. besoin qu'on s'occupe de moi». Et toujours quand même un titre très, très romantique. Hot for Love, qui est aussi, genre, extrêmement marqué, hem, comme un titre, enfin d'ailleurs qui est peut-être le morceau le plus glam, mais le seul enfin le morceau où tu as quand même énormément de solos, mais qui est aussi un morceau vraiment turbo pop et turbo romantique. Hem et puis, surtout, en termes de culture queer, il y a plusieurs morceaux dont je voudrais parler. Alors, d'abord Parental Guidance, Ouais, qui est, un morceau qui est quand tu regardes le reste du disque, où tu as plein de morceaux qui peuvent être un petit peu, comment dire? Sortis du contexte de l'époque, s'adapter un peu à tout. Donc bah, voilà, un morceau romantique, voilà, hein, ça a pas vraiment d'époque. Mais Parental Guidance, qui est un morceau en fait, hein, qui est, vraiment marqué par justement l'émergence du PMRC. Donc le PMRC, c'était ce qu'aux États-Unis, le mouvement qui a amené à l'ajout ouais, sur les pochettes de disques du, Parental Advisory. Et le morceau en fait Parental Guidance en fait fait vraiment référence au fait que tu veux pas tu veux t'affranchir en fait de ce que disent les parents et que t'as pas besoin qu'on te dise comment t'habiller, comment vivre et ce quoi écouter. Tu peux prendre tes décisions toi-même. Hem et à la fois, c'est un morceau du coup qui est très dans son époque puisqu'il réagit clairement à des choses qui arrivaient à ce moment-là. Le PMRC, c'était fondé en 85, donc genre 1 an avant la sortie de Turbo. Hem mais à côté de ça, c'est un morceau en fait qui a même plein de petites touches qui rappellent beaucoup le morceau We're Not Gonna Take It ouais, de Twisted Sister, qui est aussi un morceau vraiment très marqué par l'époque PMRC. Donc alors qui est sorti le morceau We're Not Gonna Take It qui est sorti en 84. Donc finalement, ce Parental Guidance, c'est un petit peu le morceau qui fait le lien entre les deux, quoi. T'as genre ouais. juste un peu, enfin pas le lien entre les deux, mais genre qui enchaîne le tout, quoi. Genre après Twisted Sister et après le PMRC, t'as ce titre. Donc en dehors de ce morceau-là qui est vraiment marqué par, je trouve, le contexte politique de l'époque, tous les autres morceaux en fait sont assez généralistes. Mais il y a un morceau qui pour moi, peut-être sur ce disque, qui est le plus marqué sur la question de la culture queer Ouais, et l'orientation et justement la perspective que peut avoir Rob Halford, parce que pour moi c'est vraiment ça qui est intéressant dans la question de culture queer, c'est pas tant le fait que tu parles du fait qu'il y ait des chansons romantiques ou tu penses à ton mec, quoi. C'est aussi quel point de vue t'as. Et je parlais donc du coup à Out in the Cold, le fait que tu te places sur un point de vue qui soit moins genre, comment dire? Macho à dire genre: «Oh, je suis le sauveur», mais plutôt que tu dises: «J'ai besoin d'être sauvé». Mais à côté de ça, tu as un morceau comme Private Property et Private Property, c'est un morceau sur l'intégrité physique. Dans une soirée
où des gens se croient tout permis et du coup se mettent la main au cul ou se permettent de toucher alors que t'as pas demandé. Et alors qu'on parlait de Pantera il y a quelques épisodes Mmh. et l'attitude de Rob, enfin de pas de Rob Alford justement, mais de Phil Anselmo, c'est de dire genre Qui si tu me touches, je te tape. ouais, Là, en fait, le morceau Private Property, c'est pas une menace de se taper, c'est une menace, enfin, c'est un rappel à l'ordre en disant genre, hey, mon corps, mes choix. bah, oui. Et ça, c'est pas un truc que tu trouves facilement sur un disque de métal et encore moins sur un disque de heavy metal écrit par un mec hétéro. En Pour moi, 86? en 86, ouais, c'est encore même après, de toute façon, enfin, Ouais, tu peux compter sur les doigts d'une main, je pense, le nombre de personnes vraiment out dans le milieu métal. Euh, Depuis Rob Alford, il n'y en a pas tant que ça, quoi. c'est vrai. C'est assez marquant. Mais pour moi, ce qui est intéressant dans le morceau Private Property, c'est que c'est déjà un titre qui est encore plus intemporel que le reste des morceaux de Turbo qui pouvaient être un peu connotés en termes culturels par le fait que c'est les années 80, quoi. Et puis un peu la culture biker, en mode genre ah, vroom vroom, on part ensemble sur l'autoroute. Là, on est totalement dans une question d'intégrité, c'est-à-dire genre non, je prends ma décision pour moi, t'as pas à, à arriver et à t'imposer sur moi. Et aussi, une autre question, c'est que l'intégrité du corps, c'est quelque chose qui est central non seulement dans la culture queer, mais aussi dans des questions féministes, en fait. Euh, et ça va même au-delà dans des questions antiracistes, parce qu'on a pu le voir pendant, tu as eu les débats pendant le confinement. Il y a eu beaucoup de débats autour de la question de Black Lives Matter et de ce que ça sous-entendait. Mmh. Et beaucoup de gens racisés, en fait, racontaient que quand ils avaient des cheveux crépus, des gens s'autorisaient à leur toucher les cheveux en disant genre ah, couleur de cheveux, c'est intéressant, votre cheveu et la texture et tout. Et alors que ben ils avaient rien demandé, donc ils subissaient des micro-agressions constantes. Et finalement, pour les Poverty, c'est un morceau sur les micro-agressions, quoi. C'est sur les agressions et les micro-agressions. C'est Mmh. sur le fait de dire, hey, t'as pas à t'imposer à moi, j'ai mon intégrité physique et t'as pas à me toucher. Et en soi, c'est un morceau pour moi qui pourrait pas être écrit par une autre personne qui soit, enfin, pas un mec hétéro en fait. C'est pas des, enfin, tu pourrais avoir des gens un peu, voilà, qui se défendent en disant genre non, tu me laisses tranquille. Ok. Mais là, pour la question de l'intégrité physique et justement propriété privée, j'ai mon corps, mes choix. Pour moi, c'est pas une problématique qui peut sortir de la bouche d'un mec hétéro, clairement. C'est pas quelque chose qui peut te venir à l'esprit parce que c'est pas quelque chose sur lequel tu vas être nécessairement confronté tout le temps. Alors que un mec gay qui va dans des boîtes, en revanche, il va le subir. Ouais, Il va le subir et justement, il est plus à même d'en parler. Et c'est ce genre de titre, en fait, pour moi, qui fait tout la force, en fait, de Judas Priest. Pas justement le charme, mais vraiment la force de Judas Priest. C'est vraiment de composer, d'être en sous-marin, dans les années 80, et d'arriver dans une culture extrêmement macho, et de dire genre non, 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 mais je vais vous faire chanter des morceaux, en fait, et vous parler de trucs qui vous touchent pas, en fait, mais qui vont quand même vous affecter émotionnellement, parce que les morceaux vont vous plaire, mais qui vont vous amener sur le tapis, en fait, des questions qui vont pas être nécessairement abordées par les autres groupes. Et pour moi, c'est ça vraiment la force et la raison pour laquelle je voulais vraiment parler de Judas Priest, parce que autant on pourrait parler de plein d'autres albums, hein, genre British Steel, il défonce, mmh, voilà, Defender of the Face défonce, Painkiller, monstrueux, mais le sous-texte queer en fait dans Judas Priest, et le fait que bah, t'as encore au moins 12 ans à attendre donc, pour que Rob Halford fasse son coming out, parce que pour le coup, en 98, il est même plus dans Judas Priest, quoi. ouais. Il est en train justement de faire son side project qui s'appelait, je crois, Fight. Non, c'était Two à l'époque, qui était un truc très indus, un peu produit par, je crois, Trent Reznor. Je crois qu'il a été impliqué avec Reznor. Où là, en revanche, après Two, en fait, tu vois les clips, tu fais genre ah ok, il est gay. Genre il y a plus, il y a vraiment plus, genre il roule des patins à des mecs, alors que dans le clip en fait, d'ailleurs de l'époque, qui a été filmé pour le morceau, pour l'album Turbo. Donc, attends, je veux retrouver le nom parce que je me souviens plus du morceau. C'est le deuxième morceau de l'album De Turbo? Lock It de In. l'album Turbo. Comment? Lock It In. Lock It In, c'est Ouais, le. Attends. c'est le deuxième de Turbo. Alors, attends, je veux dire, c'était pas Locked In du coup. Ah non, ah non, t'as raison, ça va être Locked In, oui. Oui, Locked In, en fait, le clip de Locked In, justement, c'est une interprétation très, très, genre, voilà, comment dire, littérale du truc, parce que Rob Alford est capturé par des nanas
dans une espèce de désert, genre de culte désertique type Mad Max. Et genre des nanas justement très genre lookées bonasses années 80, donc tu sais, genre là, permanente, Ouais. tenue en cuir. Il est tenu en captivité et ses potes viennent le chercher pour le libérer des meufs. Sous-texte, sous-texte. C'est voilà, c'est juste le clip où quand tu sors du contexte de l'époque et tu le regardes après son caméra, tu fais là, ah ouais, en fait, il se cachait vraiment pas quoi. Enfin, il se cachait pas. Fallait vraiment se mettre des œillères pour regarder les clips de Judas Priest et se dire, ou en tout cas ce genre de clip et se dire genre, ah oui non, le Rebel Ford, il est vachement hétéro. En fait. Ch Non, c'est honnêtement, c'est une vraie question. Mais, c'est c'est une vraie question. La question du décalage et maintenant quand tu mets face à face, tu montres les images de Judas Priest, heu, la question c'est toujours de dire genre, est-ce que tu serais imaginé à l'époque que le mec était gay? En fait, il faut vraiment, vraiment oublier des années, des décennies de références, enfin finalement de déba de comment dire? De démystification en fait de la culture queer qui a lieu dans les médias. Je pense par exemple à Jean-Paul Gaultier en France, tu vois? C'est quand même un type qui est arrivé avec tout un attirail et toute une culture, qui a affirmé clairement le fait qu'il était gay et qui a toujours mis en avant ça et je pense que moi ayant grandi, devant les publicités par exemple des parfums Jean-Paul Gaultier, bon bah voilà, je voyais les codes queer s'être expliqués finement devant moi quoi, toute cette imagerie-là, elle était expliquée, clairement par les publicités. Tu as eu plein d'autres artistes qui ont fait ça, mais en 80, ben, c'était ouais. pas ça quoi. Les gens étaient pas du tout au courant quoi. Ils voyaient ça de loin en disant genre: «Ah oui», genre, ils s'imaginaient pas du tout. D'ailleurs, il y a d'une compilation que j'ai vue récemment d'émissions, enfin pas d'émissions, pardon, de séries télé dans Ouais, les années 60-70 où des personnages font leur coming out. Donc par exemple dans les Golden Girls, ouais. tu un personnage qui fait son coming out, Oui, c'est disant genre: «Non, vrai. non, mais je peux pas sortir avec toi parce que je suis gay», et c'est très marrant en fait. Tu vois vraiment le regard. Alors les généralement ces émissions-là, font enfin adoucissent le truc en disant forcément en le mettant à la rigolade, en disant genre: «Ah bah c'est pas grave, c'est rien», tu sais, en étant justement jouant la carte de l'ouverture. Mais la manière dont les personnages sont fringués et se comportent, tu sens on s tu ça se cherche encore. On est les Tu veux vraiment pas être trop ouvertement, hem, à affirmer exactement qu'est-ce que c'est qu'être gay, à quoi ressemble la culture gay. Mais je pense que Le ça remake de relève ouais, excuse-moi, ça relève franchement La l'époque Cage aux folles, ouais, ça relève d'une forme d'hypocrisie de l'époque, complètement, ouais. qui est que quand tu avais les codes, tu le voyais, quand tu avais pas les codes, tu le voyais pas. Et il y avait une volonté de ne pas les diffuser, de ne pas les montrer, de ne pas les dire, pour dire comme ça, on invisibilise, point la ligne. Heu, Ou d'en faire un événement, en fait, ou d'en faire une controverse. mmh, je sais je pense que c'est arrivé bien plus après la fin des 90, tu vois, avec la Alors, mort de Freddie Mercury, là, on a commencé à parler de vrais coming out, de vraies cultures, de vrais marqueurs, mmh, alors hem, qu'avant, on masquait quand même majoritairement tout. Ça existait pas. Ceux qui savaient savent et ceux qui savaient pas, basta. le remake américain de La Cage aux folles, il est de quelle année? Ouh là, bonne question, aucune idée. Parce que justement, il y avait 92-93? ah OK, ouais, tu vois? Parce qu'en 92-93, justement, quand, tu as un interview avec Oprah, Ouais, justement de Robin Williams et alors je sais plus comment quel est l'autre acteur qui joue dans ce remake. Oprah, en fait, essaye d'inciter, en fait, l'acteur qui est gay dans le duo, en fait, à faire son coming out et Robin Williams, en fait, enfin, le gars explique justement en disant genre: «Ouais, Robin Williams m'a vraiment sauvé la mise» parce qu'il a intervenu immédiatement pour détourner le sujet et dire genre: «OK, genre non, je sais qu'il veut pas faire de coming out et faire de grandes déclarations». Donc du coup, genre Robin Williams qui en rajoute du coup, en on fait des faisant, caisses. ouais, Qui voilà, il fait en fait des caisses, mais en caisse même temps, talent. il était là justement pour aussi, détourner l'attention et Ouais, dire genre: «Non, non, mais on veut pas parler de ça, quoi». 96. Mmh. Et à Ouais. 96, c'était encore un sujet où ça pouvait vraiment avoir une conséquence. Hélène, la série Hélène, c'est 98, un truc comme ça, quand elle fait son coming out. Mais Ça c'est c'est une vraie source de problème oui, pour elle. mais ouais. Ça, on en parle dans les médias, mais ça amène un vrai problème et d'ailleurs beaucoup
des questions autour justement du coming out de Halford et pourquoi ça arrivait qu'en 98, tournent autour du fait donc du management et aussi du fait que tu avais les conservateurs ricains qui allaient te tomber dessus si jamais tu faisais ton coming out, Mmh. parce que voilà, c'était une mauvaise influence sur les jeunes, tu pouvais être vu comme un prédateur sexuel, enfin les mêmes arguments d'ailleurs qui sont sortis sur la communauté trans actuellement, Oui, hein. oui, c'est L'influence que tu peux avoir sur les jeunes, ou c'est des gens ouais. qui on peut pas avoir confiance, exactement la même chose. Mais, tous ces délires-là, en fait, ont fait que, ben, Halford, il était contraint et forcé, en fait, par le management, mais aussi par la société globalement, c'est plus par la société qu'autre chose, à ne pas mettre en avant son truc, mais en même temps à faire passer un message qui maintenant, du coup, voilà, paraît évident, hem, alors que, ben, voilà, dans le cadre de l'époque, ça l'était pas du tout. Mmh. Donc ouais, il portait donc du cuir noir, des Des clous. vêt de je comment dire? Une chemise de moto, et des enfin des chaînes partout quoi et et les gens disaient genre: «Ah ouais, il est très masculin quoi», genre, Cuir il est moustache? très bah, surtout il est très masculin, plutôt il est très, c'est pas qu'il est très qu'il est pas masculin, c'est qu'il est très hétéro quoi. Ah ouais, C'est non mais surtout ça le truc, parce qu'il est pas plus moins masculin en étant gay, mais mais en revanche, il est beaucoup moins hétéro, en mmh. revanche, quand tu le mets dans le contexte. Hem, bref, tout ça pour dire que je voulais surtout parler de Judas Priest parce que je trouve qu'actuellement, quand je regarde vraiment le paysage métal actuellement, on est vraiment encore très peu de groupes en fait qui mettent en avant une culture queer. Dans le milieu hardcore, screamo et compagnie, des trucs comme ça, où t'as plus de liberté d'expression politique, en fait, tu vas avoir plein de groupes qui vont être connotés ou des gens qui vont être ouvertement out en fait dans leur Mmh. scène. Mais en fait, dans le milieu métal encore maintenant, je trouve qu'il y en a pas tant que ça, voire pas du tout. Euh, et relire en fait Judas Priest sous cet angle-là, en fait, ça donne non seulement, bah, une autre vision des morceaux, ça permet aussi de redécouvrir des titres qui sont toujours aussi efficaces, mais ça donne aussi une autre manière de considérer, en fait, tout ce que Judas Priest a pu apporter et peut continuer d'apporter, parce que c'est des vrais hymnes, en fait, qui sont toujours aussi efficaces, autant d'un point de vue strictement musical que du contexte, du contenu, des paroles de Halford. Et du coup, bah, voilà, je trouve que en plus ça permet de placer une autre cause, c'est que le dernier album de Judas Priest, il défonce. Celui qui est sorti il y a 2 ans, il est monstrueusement cool. Donc si vous avez pas encore vous avez jamais écouté Judas Priest, écoutez Turbo, ça peut être un choix. Bleach Steel est aussi un excellent choix. Painkiller, si vous êtes un peu plus, si vous voulez un peu plus de grosse guitare, qui rentre dedans, c'est peut-être un des plus heavy. Defenders of the Faith aussi, pour le côté plus, guitare, grosse guitare, ça c'est aussi un très bon choix. Et puis, bah, le dernier, Invincible qui a Shield. vraiment qui a une grosse sélection de morceaux. Le premier titre en particulier qui s'appelle Panic Attack, du coup, sur justement les attaques de panique, encore une fois, Mmh. Rob Halford qui parle de questions contemporaines auxquelles, les gens, s'expriment de plus en plus sur le fait de souffrir d'attaques de panique et d'anxiété. Judas Priest, il est là pour toi, il a un morceau sur ça, qui Ouais. défonce d'ailleurs. Et donc du coup, bah ouais, Judas Priest, il faut écouter. Faut écouter Judas Priest. Passez pas à côté d'un groupe aussi monstrueux, d'autant plus que, bah, ils sont quand même encore vieux, mais paraît-il en live, c'est toujours aussi bien. Donc laissez pas passer ça. Et en plus, tout récemment, actualité de Judas Priest, ils ont, sorti alors non seulement ils avaient sorti une reprise, de War Pigs de Black Sabbath, Ouais, on en avait c'était parlé justement. c'était énorme! Et ils ont ressorti en fait le morceau, mais avec la voix de Ozzy. Mmh. Donc les guitares de Priest, en plus le duo guitariste actuel qui est dans Priest, Non, non, ouais. ah, il défonce aussi, il est Ah ouais, non, vraiment il y a du niveau là. très bien senti, ouais, Je c'est suis d'accord avec toi, Invisible Shield est assez, enfin, il est assez costaud. ouais, c'est assez mastoc. Ouais, ouais, Donc ouais, surtout ne passez pas à côté de ce groupe et donc écoutez Turbo, c'est toujours bien. voilà. C'est très bien toutes ces questions queer, on va pouvoir enchaîner du coup avec ma question, avec ma reco pardon. Ma reco à moi ce soir est un autre artiste qui s'appelle en ce moment Kai Tranada et c'est l'album Ain't No Damn Way.
j'ai bien évidemment incroyablement écorché en anglais le titre de cet album, mais Oh. c'est un album de 2025, c'est un album très récent, c'est la dernière production de cet artiste, qui s'est d'abord fait appeler, alors non pas Kate Ranada, mais Kate Ranamondus, voilà, c'est ça, qui se distingue par son style électro, pop, hip-hop, dance, funk, house, R&B, enfin surtout c'est un truc qui est cool, qui s'écoute très bien, qui se bouge très très bien. Je dirais que c'est une reco qui m'est arrivée complètement dans les recos de Tidal, qui a popé au moment de la sortie de l'album. Au début, je me suis demandé pourquoi il me proposait ça, en écoutant juste le premier morceau, mais il s'est passé un de ces trucs que j'adore beaucoup, c'est qu'au bout de quelques minutes de Space Invader, le premier morceau de l'album, et bah j'ai dit je veux la suite. J'ai donc mis l'album et je suis vraiment tombé amoureux de cet album. 34 minutes, ça va, c'est pas très long, 12 titres. Mais surtout, c'est extrêmement cool. Ça s'écoute hyper bien, hyper facile, mais ça sonne extrêmement riche. Je suis encore sur un de ces coups de cœur à moi typiques où le truc a l'air facile, mais c'est incroyablement. Enfin, il y a des quantités de sons, de richesse, de layers, je sais pas comment dire, qui sont ultra intéressants. Bien évidemment, après, j'ai été creusé autour de l'artiste et j'ai découvert quelqu'un d'extrêmement intéressant. On parlait de la question queer et c'est un artiste aussi qui s'est très tôt a revendiqué son homosexualité et qui surtout l'a assumé dans le milieu avec une énorme anxiété du fait de ne pas vouloir être catalogué pour ça et vouloir continuer à faire la musique qui lui plaît et ne correspond pas non nécessairement à son orientation sexuelle. C'est du coup aussi assez paradoxalement quelqu'un qui est devenu comment dire, vocal members, on dit en anglais, un porte-parole, voilà, vraiment de la communauté gay et homosexuelle, parce qu'il est le premier artiste noir producteur à avoir gagné l'Emmy Award de la Best Dance and Electronic pour un album dans les Grammy Awards de 2021. Je dois avouer que dans sa discographie, j'aime vraiment principalement ce dernier album. Je trouve que il se peaufine avec le temps. Il offre une richesse de son, une richesse de mix, une richesse et une inventivité dans cet album et une maîtrise, une forme de, comment dire, il a de tranquillité et de maîtrise de ce qu'il veut obtenir et du son et de la manière de l'obtenir qu'il n'avait pas nécessairement avant. Il fait moins de tests, il rappelle plus par moments des anciennes choses, mais il rajoute cette sagesse, on va dire, ce contrôle, cette maîtrise qu'il a maintenant, et je trouve que l'album est incroyablement stable, incroyablement plaisant, mais dans le bon sens du terme, hein, pas dans le sens je te le mets en fond et je vais hiker avec. Non, vraiment dans le sens où je me pose, je l'écoute et je passe une grosse demi-heure vraiment plongé dans la musique, plongé dans l'ambiance que donne l'artiste et c'est vraiment ultra intéressant. Euh, il sonne moderne, il sonne ancien, il y a vraiment toutes les tonalités de ce qu'on peut faire en électropop actuel, je trouve, même en dance, en EDM, de façon vraiment incroyable. Pour le coup, sans le savoir, je trouve qu'on sent finalement très facilement ces influences qui sont haïtiennes et nord-américaines, mais surtout canadiennes. Et il y a quelque chose dans sa finesse, dans ce qui fait que tu sais qu'il n'est pas que nord-américain et que américain tout court. Et je trouve que ça se transcende très très fort dans l'album. Du coup, après cette petite présentation de ma part, toi, est-ce que tu le connaissais? 2, qu'est-ce que tu en as pensé? Ah oui, je connaissais en fait quand Je me doute. Kate Ranada en fait, il a sorti son album, donc c'est un des premiers, l'album 99,9% en Ouais, 2016. C'était un truc qui avait fait, bah, dire qu'il était en top dans les tops des meilleurs albums de l'année pour beaucoup de monde. Et j'avoue que quand je l'avais écouté, en fait, ça m'avait pas trop plu. Je trouvais ça sympa, mais un peu dérivatif pour moi de Flying ouais, Lotus, qui est pour moi l'une de ses grosses influences. Euh, pour moi, en fait, c'est un type qui descend vraiment de ce qu'a fait Flying Lotus dans l'album Los Angeles. Et bah, Flying Lotus, lui, il est parti dans des directions un peu plus expérimentales et un peu plus bizarroïdes, alors que Ketranada, en final, c'est de rester une musique très très club. mmh, Donc, du coup, j'étais un peu dire genre bah ouais c'est sympa, c'est mignon, mais enfin est-ce que vous échangez votre baril de Flying Lotus contre 2 barils de Ketranada? C'est un peu comme ça que j'ai eu l'impression, tu vois.
Et j'ai répondu à la question: «Bah, non, je garde juste mon Flying Lotus et puis, basta». Du coup, vite fait, de temps à autre, j'ai écouté des morceaux, mais en fait, ça m'a jamais trop parlé et il a fallu pour moi attendre 2023, quand il a fait une collaboration avec le rappeur, Aminé Ouais, pour, l'album Keitra Aminé, en fait, donc ouais, Keitra Nada Aminé, Keitra Aminé, où là, en gros, genre, vraiment, j'avais écouté le titre, je me dis genre: «Putain, en fait, ça défonce». Là, ouais. il est vraiment au top. C'était l'album pour moi de l'été 2023. C'était vraiment un titre que j'ai beaucoup fait tourner et je suis pas trop revenu depuis, curieusement, mais c'était un disque qui m'a beaucoup plu à cette époque-là et c'est là où je suis commencé un peu plus à prêter attention. Et j'avoue qu'avec Ain't No Damn Way, en fait, c'est le disque que j'ai le plus fait tourner de lui récemment. Hem, je retrouve toujours ce que je ressentais au début avec Flying Lotus. Pour moi, c'est toujours aussi influencé par Flying Lotus, il y a pas de doute à avoir sur ça. Mais il y a d'autres choses en fait, tu sens le côté un peu Herbie Hancock, tu sens aussi le côté un peu Jay Dilla, Mmh. hem, tu sens moins en fait, par rapport à 99,9%, hem, l'influence, rap en fait. Elle est toujours là, mais elle est moins marquée. C'est d'ailleurs pour ça d'ailleurs, je pense qu'il y avait une vraie question pour lui de coming out en fait, c'est que à ses débuts, je trouve qu'il était peut-être plus, associé avec le milieu rap et dans le milieu rap, c'est pareil que dans le heavy metal, quoi. Enfin, des cultures très, macho, c'est très difficile de s'affirmer comme gay. Combien de rappeurs, peuvent être, que tu peux compter tu peux compter, je pense, sur le doigt d'une main, le nombre de rappeurs, gays, tu vois? Genre, Big Freedia, par exemple, c'est peut-être, une des seules personnes, que tu peux compter comme étant une personne out. Ouais. Mais globalement, il y en a très peu. Hem et justement, d'ailleurs, l'anecdote qui m'avait fait beaucoup sourire quand il avait fait son coming out, c'est que justement il racontait dans une interview, je crois que Pitchfork, il disait genre: «Oui, ça m'a vraiment beaucoup mis à l'aise de me présenter comme étant out quoi, Mmh. comme étant gay parce que, bah, je savais pas comment les gens allaient réagir». Ouais, Et c'est une des premières personnes qui m'a communiqué son soutien, c'était, Freddie Gibbs, donc le rappeur Freddie Gibbs qui est l'incarnation du mec macho, roulage de mécanique, tu vois? Genre, je parle du fait que je deal de la coke dans tous les morceaux. ouais. C'est vraiment finalement presque le cliché. Enfin, moi j'adore Gibbs, hein, je le trouve vraiment fantastique, mais si tu vois un type, si tu veux mettre, en musique, une musique enfin la culture un peu macho, un peu roulage de mécanique, bon ben, disons qu'il est là quoi. Et de Keith Ranada racontait qu'il a reçu un appel de Freddie Gibbs en disant genre: «Ouais t'inquiète mec, je te soutiens, tu beaucoup de courage de faire ça, c'est cool». Ouais. Et il disait en interview genre: «Ouais putain si Freddie Gibbs me soutient, c'est bon quoi, j'ai plus de problème à me faire, de toute façon, tout le monde est derrière moi quoi», genre. Et c'est ce genre de truc qui fait que quand tu regardes Ain't No Damn Way, en fait, pour moi, il s'est commencé à un peu s'éloigner pour moi et c'est un disque qui est vraiment orienté club, hem, qui est pas uniquement instrumental, avec uniquement des bangers et des bangers et des bangers pour te faire danser toute la nuit. C'est un disque super facile d'écoute, une demi-heure, que des titres efficaces et puis, bah, tu le vois à la fin quand il fait, ce morceau où il sample TLC, Mmh. donc qui est le morceau d'ailleurs que sur Tidal et je pense que sur d'autres plateformes aussi, hein, qui est crédité featuring TLC Do It Again. et qui voilà et qui est pas un morceau avec TLC, mais en fait qui est un morceau qui sample TLC Mmh. d'une façon qui a été jugée tellement évidente que, d'un point de vue des droits, ils ont dû dire genre: «OK, on le met un featuring comme ça le groupe Ouais. partage, ou les gens en tout cas qui ont écrit le morceau, partagent les droits avec ce titre». Qui est vraiment un titre parfait pour finir l'album parce qu'il te donne qu'une envie, c'est de recommencer l'album. Ouais. Non, mais C'est vraiment un des plus gros hits et il a tout à fait raison de le mettre à la fin parce que c'est vraiment un truc quand tu t'arrives à la fin, tu te dis genre: «Ah OK, je me souviens de ce disque» et en fait, quand tu écoutes le morceau de TLC, je sais pas si tu as écouté du coup ce qu'il a samplé? ouais? Hem, les 2 titres se ressemblent pas tant que ça, mais tu retrouves effectivement de manière facile très facilement l'accroche, en fait Ouais, tu retrouves l'esprit et du morceau, même si c'est pas similaire. C'est marrant ce que tu dis à propos de la fin de cet album et du coup ce sample-là, c'est pour ça que quand on a discuté, quel morceau on met pourquoi j'ai mis Space Invader du coup en extrait, parce que je voulais pas mettre un morceau n'importe où. J'avais envie que l'extrait donne déjà l'ouverture de l'album parce que mmh mh. on en revient à ce que tu dis à propos de ce sample qui est incroyable et qui est une
quel est le mot? J'ai un mot de philosophie à la con, une réessentialisation du morceau d'origine, mais c'est pas Recontextualisation? ouais, je sais pas, tu vois, j'ai envie d'un truc plus pas juste contexte, il y a vraiment un truc d'avoir été chercher l'essence du truc, l'avoir réinterprété, c'est-à-dire tu perds pas Oui. l'origine, mais tu la transcendes, Mmh. dans ce remix de TLC et du coup, comme tu dis, ça donne envie de redémarrer donc l'extrait, pour ça j'ai Space Invader à nouveau comme extrait, c'est très bien, ça donne l'intro à la suite de l'album et du coup, ça renvoie vraiment à ce que je disais. Je trouve que cet album, ce qu'il propose là, comparé à ce qu'il produisait avant, certes, il y a un peu plus, EDM dance, heu, mais je trouve qu'au final, c'est là où il semble être le plus à l'aise, le plus cohérent et finalement, là où il est le plus fort, quoi. Ouais, Par rapport à ce que tu disais, c'est même à 99,9 quoi. ouais, carrément. Un truc qui fait aussi le charme, en fait, de ce disque, c'est que justement, le fait d'utiliser TLC, en fait, ça c'est comme tu disais, ça remet, en fait, l'essence de cette époque-là, donc du R&B des années 90, qui était justement très futuristique, en fait, Mmh. à l'époque. C'est vrai. Genre, tu te souviens le clip de Waterfalls, alors qui est pas sur l'album, Crazy Sexy Cool, je crois, qui est sur l'album d'après, Ouais. qui est sur, bah non, peut-être No Scrubs, d'ailleurs. Ah mais non, No Scrubs, pardon, c'est le single, pardon. Hem qui doit être sur Fan Mail, le morceau No Scrubs en fait, hein, où elles étaient non c'est Waterfall pardon, j'arrive pas, je confonds tout. Waterfall, ouais. Hem et Waterfall non, elle est sur Crazy Sexy Cool, j'imagine. J'arrive pas à la retrouver. Non si voilà, elle est sur Crazy Sexy Cool et Ouais. Waterfalls en fait, tu cet effet un petit peu genre, T-1000, des nanas qui se transforment en eau en Ouais, fait, sous le et c'était ce côté un peu futuristique que tu avais aussi dans les clips et dans les morceaux de Aaliyah, quoi, les productions de Timbaland, qui était aussi d'ailleurs producteur de Missy Elliott, étaient très, très futuristiques. On était vraiment sur une esthétique, limite enfin totalement science-fiction, quoi et justement, il se réapproprie ça, en mettant ça dans un autre contexte et ça ramène en fait la sensibilité des titres de l'époque, tout ouais. en étant quelque chose d'assez contemporain. Du coup, ouais, il y a vraiment il y a vraiment là, par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, du coup, la question de son identité et de ce qu'il sa véritable, pour le coup, la angoisse de son coming out était surtout de pas être classifié, de pas être limité dans ce qu'il pourrait faire et produire et présenter et je trouve que typiquement, heu, il y arrive, ça c'est une première chose. Oui, On est aussi une époque où par rapport à ce qu'on disait de Judas Priest, c'est on on peut plus forcer ou indiquer, coincer les artistes dans un certain style, ils peuvent choisir, de revendiquer, d'être revendicatifs, accepter une forme et un style qui revendiquent systématiquement, leur sexualité, comme ils peuvent ne pas le faire et c'est vrai que c'est la vraie variable par rapport à ce qu'on disait à propos de Judas Priest, qui est que même si peu le font, ceux qui le font ont au moins, de nos jours, ce choix-là. À oui, défaut puis d'être nécessairement d'avoir la reconnaissance peut-être qu'ils pourraient espérer ou la tranquillité qu'ils souhaiteraient à 100. et puis on est dans une époque où il y a un paradoxe, c'est que autant tu peux avoir des conséquences négatives à faire ton coming out, d'un autre côté, tu peux aussi faire ce qu'on appelle du queerbaiting, Oui, c'est-à-dire dire genre: «Oh, peut-être que je suis queer», et ça va t'amener un certain public. Il y a des gens qu'on joue, faut pas se faire je niquer, pense hein, que, là-dessus, hein, parce que comment elle s'appelle la nana qui est partie dans l'espace là, tout récemment, qui a Katy Perry? fondé sa carrière? Katy Perry, elle a fondé sa carrière sur du queerbaiting. C'est pas faux, ouais. En disant genre: «Oh, I kissed a girl and I liked it». Ouais, mais sauf que tu le mec le plus hétéro du monde, quoi. Au bout d'un Ouais. moment, justement, les gens ont vu à travers en disant genre: «Bah, non, il y a rien de spécial». Alors que des meufs comme Cher, justement, sont toujours aussi emblématiques. Sophie Ellis-Bextor, enfin, elle Mmh. doit sa carrière à la culture queer, elle est beaucoup plus active à défendre, justement les droits. Mmh. Hem et c'est ce genre de truc, en fait, où tu vois maintenant on est dans une autre époque effectivement, mais que du coup, c'est à la fois difficile d'exister en étant une personnalité queer comme, bah, Chappell Roan par exemple, elle en a fait un argument politique, d'exister en tant qu'artiste lesbienne. Mais, d'à côté de ça, bah, tu as encore un petit peu une tendance à dire genre: «Ah peut-être que non», quoi. Alors que, bah, dans les années 90, on a eu droit à Tattoo, Mmh.
qui était aussi, je sais pas si tu te rappelles de Le Tattoo? le duo, ouais, de chanteuses? Oui, voilà, Ouais. qui était peut-être, pas vraiment, peut-être, un couple, mais on sait pas. Je sais plus d'ailleurs si elles étaient lesbiennes ou pas, mais en tout cas le clip jouait beaucoup sur ça, quoi, Oui, oui. d'une manière assez éhontée. Hem, ce qui était d'ailleurs un peu étrange, tu vois? Parce que tu disais genre, bah, ouais, enfin, est-ce que ça a donné de la confiance à des nanas de s'affirmer, queer à l'époque? Ou est-ce que ça a été juste une manière de vendre des disques à des garçons qui disaient genre: «Oh, peut-être qu'elles s'embrassent dans le clip», genre, Mmh. bah, non, pas vraiment, enfin, je sais pas, est-ce que c'est vraiment important? Hem et je trouve que justement, Keith Ranada, il est un peu entre les 2, c'est-à-dire que il a ça des mix tellement fort en fait de plein d'influences qu'effectivement, son identité et son sexuel est pas ses préférences sont pas particulièrement connotées. Alors que bon, voilà, faut pas se cacher, hein, quand tu es, un artiste noir qui sort de la musique, techno et house en particulier, enfin c'est un des hauts lieux de la culture queer, et de l'identité queer en musique. Enfin, genre la techno de Détroit, c'est Oui, pratiquement tous les mecs emblématiques de cette scène-là, qui a eu une influence monstrueuse, c'était que des mecs queer, hein. c'est vrai. La techno actuellement d'ailleurs, c'est quelque chose où tu regardes souvent les artistes les plus connus, en tout cas les plus gros DJ, c'est des mecs blancs, très, très hétéros, genre David Guetta par exemple. Et tu regardes tous les mecs qui sont à l'origine de ça, c'est que des mecs noirs, ou racisés, qui étaient tous pratiquement, gays, quoi. Faut quand même reconnaître que Guetta reste, qualitativement une exception et humainement une exception dans ce milieu quand même, hein. Faut être Oui, honnête, hein. c'est un cas particulier. Mais Heu, heu, mais n'empêche que, enfin, moi, il y a des artistes house contemporains que j'aime bien ou de deep house que j'aime bien, genre par exemple DJ Seinfeld ou Ross from Friends ou ce genre de mecs. Bon, bah, c'est que des mecs blancs, quoi. ouais, Je me souviens être, passé à Londres une fois un disquaire, techno, donc c'était à Phonica. Et la nana qui était au comptoir, qui parlait avec je crois une cliente, et qui faisait la remarque de dire genre, enfin, voilà, tout l'intégralité des gens qui étaient dans le magasin, c'était que des mecs, quoi, mmh. que des mecs blancs. Et on avait parlé d'ailleurs, quand on avait parlé de Lauren James, Oui, c'est vrai. artiste noire, femme, lesbienne. Lesbienne? Voilà, quand dans son album, elle en parlait en mode genre: «Bah, ouais, enfin, vous êtes en train de me gentrifier, mon milieu, alors que justement enfin, c'est le milieu que je peux m'exprimer». Et enfin, globalement, tu as une vraie tendance à effacer toute cette part de culture queer, alors que globalement, enfin, c'est une cul c'est les personnes de la culture queer et les personnes racisées sont à l'origine même de la techno d'une manière globale, quoi. C'est vraiment, ça vient tout le temps de ça, quoi. Soyons Hem, clairs, dans des milieux artistiques et créatifs et assez costauds dans la musique, le fait de, comment dire? De camoufler, voire, se réapproprier les origines d'une musique, pour en faire quelque chose d'autre de très, comment dire? Socialement acceptable, pour être poli. C'est pas une nouveauté, quand on voit les origines du rock and roll, voire du blues. oui, C'est ni la forcément. première et potentiellement, malheureusement, pas la dernière fois qu'on aura ce type de manip ou de contrôle, sur une pour une, sur une création, sur une dynamique qui n'est pas celle de la classe dominante, on va Non, dire. clairement pas. Pour revenir vite fait sur Lauren James, Ouais, d'ailleurs, ce dernier album qu'elle avait sorti en 2023, qui s'appelait Gentle Confrontation, était très, 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 très bien. Je pense qu'on n'avait pas parlé depuis, mais Heu, si à l'occasion vous avez écouté notre épisode sur Lauren James qui remonte à la deuxième saison, je crois, de Rockozy, ben l'album Johnson Confrontation qui est sorti il y a 2 ans était très, très, très bien. Si vous avez l'occasion, c'est de vouloir le revisiter, c'est très, très intéressant. Mais donc ouais, Ketranada, en tout cas, ce disque, moi je valide aussi totalement. Je l'avais écouté à la sortie, je suis revenu dessus, c'est un disque simple, efficace, vraiment très, très bien conçu du début jusqu'à la fin, mmh. et pour moi qui marque la vraie mat vraiment la mat enfin, pas dire la maturité, mais en tout cas Si, si, qui a je suis plus de d'accord. personnalité. Ouais. Non, non, je suis d'accord Qui a avec plus toi. de personnalité ce qu'il faisait avant. J'ai réécouté un petit peu 99.9, je préfère un peu plus maintenant, mais j'entends beaucoup, beaucoup plus Flying Lotus à ses débuts, et Los Angeles, qui est pour moi toujours un album aussi monstrueux, hein. Los Angeles, c'est vraiment un des meilleurs disques de techno et de musique électronique, du début des années 2000. Mmh. Incroyable, vraiment du début jusqu'à la fin.
Et Il va falloir qu'on parle de Flying Lotus. ouais, clairement. Et Los Angeles, c'est vraiment le truc incontournable Ouais. pour comprendre la musique électronique, son évolution. T'écoutes le truc, tu fais genre, ok, d'accord, tout le monde a pompé ça, quoi. C'est vraiment, vraiment très, très Mmh. marqué. Mais Et No Dime Way, je trouve que voilà, il s'affirme plus, et sans faire de disques finalement très concept, en fait. C'est ça aussi qui est assez bah, intéressant. c'est marrant, je C'est trouve que ça que fait un écho à Judas Priest et à Turbo. Il y a une forme de: «Je fais ce que j'ai envie de faire», oui, avec une maîtrise du style et finalement une forme alors, c'est facile de le dire pour un album 2025, mais j'ai l'impression que cet album a une forme d'intemporalité qui fait qu'on pourra continuer de l'écouter. Il y a aussi un truc, moi, qui m'a fait du bien honnêtement quand je l'ai réécouté, c'est qu'il y a une forme de bonne énergie qui sort de l'album, c'est complètement subjectif, mais oui, je trouve que, bah, c'est pareil, l'album il est, je dirais un peu à contretemps, d'une forme de pessimisme ou de dureté qu'on a dans pas mal de choses en ce moment, même en musique, même en prod et c'est pas une légèreté dans le sens négatif, c'est une bonne énergie, une force et une énergie qui vient au bon moment et de la bonne manière et qui fait partie finalement de ce qu'il est lui et de ce qu'il est et qu'il maîtrise parfaitement dans l'album, quoi. ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Mais de toute manière, globalement, je pense que c'est aussi ce qui plaît beaucoup aux gens, en fait. Parce Ouais, que pour le coup, Kate Raminet avait la même atmosphère, en fait. C'était ouais. un disque qui, dès que je le lançais, me mettait de bonne humeur, en fait. Mmh, Était vraiment extrêmement joyeux et, juste, ouais, qui donnait tout de suite de la pêche, en fait. mmh. Et Ain't No Dime Way, c'est exactement ça. C'est super efficace. J'étais vraiment très surpris quand je l'ai écouté la première fois. Je me suis dit, genre, putain, mais voilà, ça y est, c'est exactement ce que je voulais qu'il fasse. Ouais, je suis d'accord. Donc grosse, grosse, grosse recommandation aussi pour ce disque. Je valide totalement aussi. Et ben, je pense que nous allons maintenant pouvoir basculer à notre petit truc en plus. Il y avait longtemps qu'on vous avait pas parlé d'un de nos sujets favoris, d'un de nos réalisateurs et aussi, «musiciens favoris» entre guillemets, parce que là, tu as lu récemment un livre, le livre de 33 1/3 qui est consacré à Twin Peaks, si Oui, je ne me sur la trompe pas BO de Twin et sur la Peaks. BO de Badalamenti de Twin Peaks et du coup, tu voulais revenir dessus? Oui, parce que c'est un petit bouquin très intéressant. Donc on a parlé beaucoup, beaucoup de fois de 33 1/3, parce que Ouais. c'est une collection super intéressante qui revient toujours en profondeur sur un disque en particulier, en le plaçant dans un contexte, en expliquant un peu plus pourquoi il est intéressant. Et du coup, ça donne, beaucoup de liberté, en fait, aux auteurs à expliquer pourquoi, en fait, tel disque est bien. Donc c'est une collection qui vraiment ne suit pas de format en termes de contenu. Et là, en l'occurrence, Claire Nina Norelli, en fait, revient sur la BO de Twin Peaks, d'abord en parlant de Badalamenti et de son évolution de compositeur. Très intéressant d'ailleurs, parce que, pour le coup, c'est un type qui a vraiment beaucoup de crédits, de composition. D'abord, dans la soul, il a des crédits de composition pour des morceaux de Nina Simone, heu, Julie Cruz, alors plus tard bien sûr, mais Perry and Kingsley, Barbara Mason. Et après ça, en fait, je crois qu'il devient prof de musique. Et il va avoir une rencontre avec, David Lynch pour la BO de Blue Velvet, qui va ensuite amener la rencontre avec Julie Cruz, et ensuite ils vont se mettre ensemble à faire la BO de Twin Peaks. Et ce qui est très intéressant sur l'ouvrage donc de Claire Nina Norelli, c'est que elle revient sur la BO la composition de la BO, de différents angles, à commencer par l'usage de la musique et Ouais. son sens dans, les différentes scènes de Twin Peaks, mais aussi dans la manière dont les titres sont composés, parce que c'est quelqu'un qui arrive avec un angle d'analyse, qui va regarder les partitions, qui va regarder les accords et les progressions d'accords pour expliquer en quoi Badalamenti utilise dans ses morceaux des choses qui vont aller à contre-courant et qui vont du coup toujours préparer le spectateur à des révélations ou à une certaine manière de ressentir les choses par rapport au personnage. Et du coup, cet ouvrage est super intéressant si vous êtes fan de Twin Peaks. Je dirais même que c'est peut-être même essentiel à lire si vous êtes fan de Twin Peaks, parce que ça vous amène à réfléchir sur comment vous avez perçu les scènes et comment certains personnages sont présentés. Ouais. Notamment le personnage forcément de Laura Palmer et le thème de Laura Palmer,
la manière dont elle explique en fait, et le fait que tu as toujours ces virages assez intempestifs en fait, dans la manière dont le thème développé, tu vois le tam, 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 et ensuite le virage à la fin, tam, tam, tu sais, ce décrescendo extrêmement puissant qu'il peut avoir sur le thème, et qui du coup fait sens en fait dans la BO Twin Peaks, et dans le personnage même de Laura Palmer, qui donc est un personnage dramatique, À deux mais où tu faces. vas toujours avoir enfin une double face en Ah fait, où ouais? tu vas avoir de l'autre côté tous les mystères qu'il peut y avoir autour du personnage, le fait que c'est un personnage trouble, qui du coup est considéré comme étant finalement un ange par toute la ville, mais en fait derrière elle, qui cache en fait tous les troubles qu'il peut y avoir dans la ville de Twin Peaks. La BO même de Badalamenti en fait le reflète. Et son travail est très intéressant de ce point de vue-là, quoi. Il a, avec Lynch, ils ont vraiment bossé sur une BO en plus qui a été composée avant même que enfin, que les épisodes soient composés, Mmh. ou soient réalisés. Et donc, du coup, il avait plein de déclinaisons différentes, en fait, des thèmes, en fait, en termes pour justement t'avais une bibliothèque, en fait, mise à disposition des Mais, réalisateurs, utiliser les différents registres en fait des différents thèmes dans la série. alors, faut quand même savoir que dans le travail qu'il fait avec Lynch depuis, qu'il avait fait avec Lynch pendant déjà avant même des, Blue Velvet, je crois, mais je voudrais pas dire de bêtises, faut que je vérifie. Oui, Heu, donc depuis Blue Depuis Blue Velvet, ouais. Velvet, là où c'est intéressant, c'est que Lynch était quelqu'un qui avait une énorme culture artistique, musicale et cinématographique. Dès le départ, Lynch travaille sur, ses bandes son, ses scores, de façon à ce que ça s'articule vraiment comme un élément de mise en scène, de mise en condition du spectateur et de façon, assez, ça atteint quand même son paroxysme dans la troisième saison Oui. de Twin Peaks, de cette manière d'utiliser le son, l'image et une association musique, son et image, oui, c'est bien ça, la bande son et l'enregistrement pour créer une ambiance, amener le téléspectateur au point que lui veut donner. Alors Heu, juste je fais une petite pause avant que tu ouais, rembrayes sur la suite. Le livre est sorti la même année que la sortie de la troisième saison, oui, ne parle pas du tout de la troisième saison. oui, alors, je connaissais le timing de sortie parce qu'en réalité c'était, 33 1 quand même aussi des gens, de commerce et qui avaient sorti ça, cette analyse-là. Ils avaient pas encore à cette époque-là sous les yeux la troisième saison dont on a déjà largement parlé, mais tu avais déjà à l'époque Mulholland Drive et Mulholland Drive Oui. pour moi enfin, est une espèce d'ouverture, enfin une façon de te dire: je peux faire ça. Je peux associer le son, l'image, la musique que je mets dans par-dessus mon image. Tout est un acteur de la perception et de ce que je veux vous faire ressentir. Le travail déjà dans les 2 premières saisons de Twin Peaks, de la montée du son, du design sonore aussi, le monde noir est incroyable de ce point de vue-là aussi. Non, Le fait mais qu'il fait les parler à l'envers, enfin qu'il nous restitue à l'envers les paroles des gens par moment, enfin, il y a tout un travail, sur le son. Le thème de Laura, comme tu dis, c'est un chef-d'œuvre qui reflète le côté prom night, prom queen de Laura Palmer qui est l'espèce de reine de la ville, l'image absolue de la blonde américaine de la petite ville, qui est aussi la reine du bal de la fin d'année, machin, mais qui à côté de ça était aussi celle qui traînait dans le trafic de drogue, machin, franchissait la frontière pour aller, enfin, à droite à gauche, ce que je vais pas non plus spoiler pour ceux qui l'auraient pas vu, allez la voir. Enfin voilà, c'est incroyable. C'est vrai que le bouquin, du coup, semble décortiquer ça de façon extrêmement précise. Heu, je suis très, très, très curieux de le lire parce que oui, je l'ai pas encore lu. Heu et par contre, ma vraie question, c'est que du coup, on est d'accord, ça n'est que sur la BO de la série ou ça inclut aussi la BO du film? non, ça inclut pas la BO du film. Ah, ça c'est dommage, j'aurais bien aimé avoir un peu plus d'infos. Bah, c'est déjà C'est un eh autre versant quand même, hein. ouais, ouais, bah, oui, mais justement, parce que le Alors travail avec elle en parle un Badalamenti petit peu, ouais. Elle en parle un petit peu, mais pas autant justement que le reste de la série, parce elle fait pas un genre, comment dire? Elle va passe pas en revue tous les épisodes, mais elle ouais, va parler vraiment de liens entre des moments clés de la série et l'utilisation des thèmes en fait de Badalamenti, qui vont s'étendre précisément surtout sur la première saison, mmh, un peu moins sur la seconde. Donc elle attend pas toute son analyse,
au-delà de tout l'ensemble de la série Twin Peaks, mais on va avoir quand même un bel échantillonnage en fait de types d'émotions et Ouais. d'utilisation, parce que de toute façon le casting de la saison 2, bon bah il évolue un petit peu, mais il est pas tant que ça différent. Donc en termes d'utilisation de thèmes, il a pas tant que ça composé de nouveaux thèmes, de ce que j'ai compris entre la première et la deuxième saison. Non. Mais c'est assez intéressant du coup aussi de voir des choses comme son analyse de l'utilisation de ce qu'on appelle le cool jazz, qui est un type de jazz un peu proche du jazz modal, si j'ai pas de bêtises. Donc qui est devenu un peu le contexte, comment dire, un type de jazz en fait qui est, comment dire, qui était connu de manière globale à l'ensemble public, qui était le moins expérimental possible, mais qui amenait quand même une certaine image. Et le contraste en fait qu'il y a entre l'utilisation du cool jazz dans l'utilisation de la BO Twin Peaks pour amener en fait une connotation un petit peu personnage de polar, alors que dans les BO de films noirs, où on pourrait s'attendre à avoir du jazz qui était filmé à une époque où le jazz débutait, en fait, c'était jamais du jazz qui était utilisé. Non. Et c'est très intéressant de voir ça, à quel point je me suis réécouté récemment The Black Saint and the Sinner Lady Oui. de Charles Mingus. Incroyable, j'avais jamais accroché ce disque, ces dernières semaines, je l'ai réécouté, je me suis dit: «Putain, pourquoi je suis passé à côté de ce truc? C'est monstrueux!» Mais c'est marrant ça, ce que Mais tu dis là sur la question de, dans l'imaginaire collectif de nos jours, le personnage de polar noir en noir et blanc, c'est un espèce de cool jazz comme tu dis, alors que c'est un si tu privé avec regardes du fond sonore, voilà, avec du jazz en fond sonore, quoi. va voir le Faucon maltais, hein, il y a pas Ouais, de jazz, hein. non, du Enfin, il y tout, en a pas du pas tout. alors correction, il y en a, mais c'est pas le score, c'est pas la BO du Non, film. c'est ce qui se passe C'est dans les clubs voilà, quand le personnage va dans les clubs, effectivement, forcément, ça joue du jazz, mais en fait, effectivement, c'est exactement ce qu'a dit dans le bouquin, la BO n'inclut pas de jazz, en fait. Les productions n'incluaient pas de jazz, il y avait pas de musicien de jazz qui était impliqué dans la non, non, composition de la c'est BO officielle. la question de la Hem, perception, on va dire sociétale ou a posteriori de certaines associations est assez ouf, hein, c'est oui, comme comme le Flower Power et les Floyd, alors que c'était ouais, pas ça se du voit, tout hein. la même génération, enfin, c'était pas du tout la même tendance, Mmh, enfin, c'est super, hein, il y a des choses comme ça qui sont c'est extrêmement intéressant en soi. Les réalisateurs ou pour revenir à Twin Peaks ou les, ingénieurs de son, voire les compositeurs, les plus malins sont ceux qui ont arrivé à jouer là-dessus et on en revient à la question de la BO de Twin Peaks ou qui est constamment sur le fil du rasoir entre te prendre dans le bon sens ou te prendre à rebrousse-poil intentionnellement et heu oui, et puis et c'est ouf, surtout, quoi. jouer avec la perception du public que les Oui, gens pouvaient avoir de Twin Peaks, parce qu'ils jouent justement avec toute la question du soap opéra. ouais, ouais. Et puis, revenir un peu sur la question justement d'utiliser des thèmes en fait qui peut être aussi étrange et à la fois accepté de manière universelle par un public, par un très large public, puisque au final, le boulot sur la BO Twin Peaks, c'est la collaboration entre Lynch, Badalamenti et Julie Du coup, Cruz, ouais. donc qui est la chanteuse qui du coup a interprété qui a ajouté de la voix en fait sur les morceaux de de la BO de Twin Peaks et qu'on a fait d'ailleurs une partie de sa discographie. Bah ce boulot, ça a commencé avant même la série, en fait. Et par la suite, ces morceaux ont un succès monstrueux quand ils arrivent en radio parce que justement les gens demandent plus de Twin Peaks, en fait. Mmh mh. C'est assez fascinant de se replacer dans le contexte de l'époque, justement à travers le bouquin et de se rendre compte, même si personnellement c'est un truc que je savais un petit peu parce que Twin Peaks, tu le vois référencé dans les Simpsons, c'est quelque chose qui a vraiment fait partie intégrante de la culture américaine et c'est fou parce que c'est tellement une série à part et étrange que tu te dis genre: «Putain, la plupart des gens ont aimé ça, c'est passé». Ah ouais, Hem, mais j'ai ce même constat d'ailleurs avec un film qui est, sorti récemment qui s'appelle Sira, que j'ai pas tant que ça aimé, ouais. mais qui est intéressant d'un point de vue musical d'ailleurs. J'encourage vraiment les gens à le voir d'un point de vue purement sonore, parce que la BO par, Candy Gray défonce quoi. C'est vraiment une super BO. Et donc ce film Sira, qui est sorti il y a un mois là en France, je suis allé le voir il y a quelques semaines, la salle était blindée. Alors que c'est un film, honnêtement, je le défendrais pas tant que ça, parce que j'ai pas tant apprécié que ça, mais d'un point de vue narratif, c'est vraiment très étrange. C'est pas du tout quelque chose de convenu, c'est très personnel et ça va vraiment à contre-courant de beaucoup, beaucoup de choses. Et pourtant la salle était remplie et donc depuis un mois, les gens se passent le mot pour aller voir un truc
et Ouais. fondamentalement, qui n'a rien d'un truc populaire. Non mais absolument rien dans ce film n'est fait pour prendre tout est fait pour prendre le spectateur à repose-poil, j'ai envie de dire, pratiquement tout. Et pourtant ça marche. Et Twin Peaks, pour moi, c'est un phénomène similaire où d'un côté, c'était fait pour te prendre, pour t'emmener et te dire genre: «Regarde, ces personnages intéressants et tout, ils sont marrants et puis ils ont des trucs cachés, des secrets». Mais en fait, c'est une série très étrange. C'est très, très, très étrange et très, très, très vite, tu te poses la question de dire genre: «Qu'est-ce que je suis en train de regarder?» Et ça a quand même été un succès phénoménal. Preuve, non seulement que tu peux faire des œuvres intemporelles, parce que pour le coup, enfin, peut-être pas intemporelles, mais en tout cas qui traversent les époques, parce que pour le coup, Twin Peaks, tout le monde en parle encore, il y a pas que nous. Ouais. Et aussi que tu peux faire des trucs osés et trouver quand même un succès génial. Il y a pas besoin de faire des trucs régimentés. Si tu fais quelque chose d'honnête, les gens te suivent, quoi. Ouais, non Et c'est d'ailleurs mais pour ça que finalement la saison 2 a pas tant que ça marché, parce qu'au final le studio a intervenu beaucoup trop et enfin, bah, bah, tu plein d'épisodes de la saison 2 et en fait, il perdait justement de ce feeling, de cette impression de loin d'être dinguerie aussi intéressant. et de décalage au final. Même si moi j'aime bien le Les côté, studios et des fois ils résolution. font de la merde. Grosse Des surprise, fois, grosse surprise. Mais donc du coup, pour en revenir enfin au bouquin, je le recommande ouais. vraiment à tous les amateurs de Twin Peaks et à toutes les personnes qui s'intéressent au rapport, particulièrement dans le contexte série, puisque du coup, là, on est vraiment dans une question de caractère récurrent, Mmh. de genre la musique qui va revenir à travers les épisodes pour annoncer des choses et comment elle est utilisée du coup quand le personnage est absent, mais que du coup tu as quand même le thème qui intervient, des choses comme ça qui font que tu peux te préparer du coup mentalement à te dire genre: «Oh, on va parler de Laura Palmer maintenant parce que voilà le thème». Je pense même d'ailleurs quand la cousine apparaît d'ailleurs, hein, Oui. la fameuse cousine et sous ça tu genre: «Oh, c'est le thème de Laura Palmer, c'est ouf!» Non mais C'est un coup de génie la cousine de Laura Palmer, hein, bah, personnellement, je c'est tu as tellement, tué le tellement intéressant. personnage mais tu le fais revenir, enfin il y a un truc, Voilà, c'est c'est tellement tellement soap. osé. Oui, c'est tellement sourd, c'est tellement osé et en même temps tu regardes ça et comme un con tu fais genre: Ouais, «Ah ouais!» C'est quoi le symbolisme? Le symbolisme, c'est que c'est le même personnage. Mais c'est quoi le secret? Le secret, c'est que c'est le même même personnage. personnage. Mais bon, Donc bref, tout ça pour dire que je vous encourage vraiment à lire ce bouquin. Alors bien sûr, forcément, encore une fois, c'est un bouquin uniquement disponible en anglais, mais heu, bon, si vous y connaissez un petit peu, ça passe. Hem et aussi les analyses musicales sur justement les accords et tout, ne sont pas prennent pas tant que ça de place dans le bouquin pour que ça devienne un frein, en fait. il y a J'ai appris un ouais, normalement dans la j'ai un peu collection, il y appris a des sur une trucs grosse mise en contexte à chaque fois. oui, On oui, tout à rentre dans fait. la technique, mais on n'est pas ultra technique. Non, du tout. Ça reste, on s'intéresse vraiment à la question de la narration et de l'impact Mmh. émotionnel plus que sur la question, de l'analyse purement musicale et celle qui est quand ça devient de l'analyse purement musicale, l'auteur fait suffisamment d'efforts pour rendre ça intelligible, je pense, pour des gens qui n'ont pas autant de culture ou en tout cas qui n'en ont pas. À partir du moment où vous savez ce que c'est qu'un accord et que voilà, il y a des notes de musique et que ces notes de musique justement peuvent avoir un impact émotionnel parce que vous allez avoir d'un côté ascendant et descendant, Ouais, rien que on ça. a une perception justement qui va être différente. Quand tu as un interrupteur tin 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 tin, ça va être plus positif, alors que tout, ça va être plus négatif. Tu le fais bien. Donc c'est ce genre de questions de genre ascendant-descendant, à la rigueur, c'est vraiment le seul truc qui a peut-être besoin de comprendre. Et ça, pour le coup, à partir du moment où on te l'explique, tu prends 5 minutes, t'écoutes ne serait-ce qu'un seul morceau. Tu fais la comparaison entre genre une marche funèbre et un thème de mariage. Bon, voilà. c'est, je pense qu'il y a pas trop de complications. Et c'est des questions, en revanche, enfin, qui amènent plein de questions d'autres, parce que tu te poses la question pourquoi ça c'est perçu négativement et pourquoi ça c'est perçu positivement. Bon bah, ça c'est des questions beaucoup plus larges qui sont plus sur l'histoire de la musique et pourraient du coup, amener plein de questions historiques, mais l'auteur en fait pas, en gros enfin, on va pas chercher plus loin que ça. On part juste de ce principe de base pour expliquer du coup comment, ça a un impact sur nous quand on regarde la série quoi et quand on regarde et ce qu'on attend juste du coup quand certains thèmes interviennent ou quand certains morceaux interviennent. Mais ça revient du coup de manière très intéressante sur le phénomène Twin Peaks et ça donne un autre angle
que personnellement j'avais pas encore vraiment vu, enfin je connais pas tant que ça d'ouvrages sur Badalamenti et et là on parle vraiment plus de Badalamenti plus que de Lynch. Hem, qui d'ailleurs, quand tu parlais d'ailleurs de la question de la culture, la grosse culture qu'a Lynch, qui est indéniable, hein, il y a pas de Ouais. souci. Mais justement, il parle du fait que quand, il dirige Badalamenti, il lui donne juste des indications qui sont plus de l'ordre du: «J'écris un poème, est-ce que tu peux mettre ça en musique?» Ah non, mais alors, Mais pas genre tu mets ça, tu mets la mu tu mets le texte en musique, mais juste ça va évoquer l'émotion que je veux que tu crées en musique. Lynch était Bon quelqu'un courage. de très, très intelligent dans la gestion et dans la discussion avec les gens avec qui il travaillait. Ouais. Que ce soit j'avais lu récemment une interview de ses directeurs photo. Il y a un livre dont le nom m'échappe complet, en édition française, qui est le guide complet de Twin Peaks, qui est extrêmement intéressant parce qu'il prend le Twin Peaks sous l'angle d'abord de Lynch, mais aussi de tous les gens qui ont travaillé dessus, qui revient Mmh. sur l'histoire de la création de la série, mais du coup, à chaque fois anglais de façon hyper intéressante, avec beaucoup d'interviews. Je le retrouverai, peut-être quand j'aurai le temps de le mettre dans les notes. Hem, mais du coup, l'intérêt, c'est que Lynch était quelqu'un qui, lui, avait une connaissance, culturelle, des milieux arti de l'histoire de l'art graphique, de l'art pictural, de l'art cinématographique, de l'art musical, qui avait une énorme bagage technique, mais qui ne se permettait pas de l'imposer aux autres, dans le sens où Mmh. quand il travaille avec des gens, il disait il choisissait «très, très vite» entre guillemets, très, très vite, il va avoir un noyau de techniciens avec qui il va travailler, avec qui il va leur dire: «Je veux ça». Il va Ouais. pas leur dire comment le faire, il va leur dire: «C'est ça que je veux». Et il va leur faire confiance sur le terme de leurs compétences pour obtenir ce que lui veut, mais il va pas leur dire comment le faire et ça fait un énorme gap avec énormément de réalisateurs ou même de responsables de quelconque partout à droite à gauche dans tout ce qui est créatif. C'est le fait de s'entourer, de savoir dire aux gens ce que tu veux et non pas comment le faire. Il y a une marge qui est gigantesque. Et puis la question de confiance, en fait, ça aussi, je Bah, trouve que c'est ça revient à ça important. toujours. Je relisais justement, je relisais des notes par rapport à Kubrick, et ce Oui. travail de la BO sur la BO de Shining, parce que il y a une BO complète de Shining qui a été réalisée par la même compositrice que, Tron, Mmh que mh. le premier Tron et elle a bossé sur la BO et en fait, elle a découvert après coup, en fait, que, il y avait rien qui avait été gardé de sa BO, en fait. Oui, Que Kubrick, en fait, avait gardé uniquement les morceaux témoins, en fait, qu'il avait choisis, de base. Mais qu'il avait du coup viré totalement, son travail quoi, sans lui dire quoi. Et il a oui. refait par exemple la même chose pour 2001. Oui, 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 Il y a c'est, tout un score qui a été composé, il a fait genre: «Ah en fait non j'ai rien gardé». Genre mec, quelqu'un tu demandé à quelqu'un de faire le boulot en plus 2001, en et plus au le final 1er pour la 1re personne qui a fait les VO était plutôt connue, c'est, oh je me souviens plus, ça m'échappe, mais oui, oui, enfin, oui, oui c'est typiquement quelqu'un de c'est des gens extrêmement connus, ouais. typiquement, Et tu fais genre, Lynch, était c'est le manque l'inverse de de confiance, Kubrick, quoi. ouais. C'est Typiquement. ça, oui bon, bah, c'est pour ça que je trouve Kubrick Ouais. insupportable. Enfin, les films peuvent être bien, hein, j'ai des trucs que je trouve un peu plus regardables que d'autres, mais Lynch pour moi, voilà, c'est encore une fois le summum justement parce qu'il fait confiance et qu'en même temps, bah, il fait confiance, mais en même temps ça patte partout quand même. Tu Ouais. tu reconnais son style quoi, c'est pas Mais c'est la force, pour moi, c'est la force des alors surtout au cinéma, c'est la force des grands réalisateurs, c'est vraiment de trouver les gens qui vont exprimer leur vision et oui, d'arriver à travailler avec eux au point que, certes, tu vas voir la qualité technique des techniciens, des directeurs de la photo, des gens, des compositeurs pour la BO, mais tu vas d'abord te dire: «C'est d'abord un film de Lynch», tu vois? Et ouais. ça c'est la à mon avis, c'est un truc très, très grand. Je En tout cas du coup, Ouais, revenez sur ce bouquin, écoutez Julie Cruz, oui. malheureusement décédée, vraiment ses albums sont incroyables, hein, Floating into the Night, genre d'ailleurs en fait, Je crois un qu'on le truc que recommande j'ai à ouais, chaque fois qu'on parle de ouais, Badalamenti. monstrueuse cette BO, c'est vraiment ce disque et truc super intéressant, elle chante pas naturellement dans ce registre. Genre quand elle a été embauchée pour la Blue Velvet, en fait, c'était le dernier choix parce qu'elle avait je crois qu'on lui a demandé de recommander des personnes, mais elle a pas elle-même chanté dessus, parce que c'était pas son registre vocal, en fait. Mmh. Et c'est qu'après coup, elle fait genre: «Bah, attends, tu peux essayer?» Elle fait genre: «Bon, OK», quoi. Et du coup, elle s'est forcée à avoir un registre vocal un peu différent pour bosser avec Badalamenti et Lynch et ils ont fait genre: «OK, non, c'est bon, c'est toi, quoi». Et mais c'est vraiment fou, quoi, quand tu regardes, quand tu penses à ça, le fait que enfin, la rencontre aurait pas nécessairement pu se faire et c'est fait uniquement parce qu'elle a gagné en confiance, en fait, à bosser avec eux en disant genre: «Ah bon, OK, je vais tester».
Si Ouais, vous ouais, insistez, on va tester, quoi. ouais. Nous ne saurons donc trop vous recommander ce livre 33 un tiers Angelo Badalamenti's Twin Peaks. On le trouve Voilà. partout en France, sur tous les sites web, entre, 14 et 20 €. C'est 144 pages, ça les vaut très, 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 très largement. De toute façon, toute cette collection vaut ces bouquins ou presque, Oui, d'ailleurs, j'en ai plusieurs encore au chaud là, pour la je suite. vais lire prochainement, donc on en reparlera. Voilà, je pense que c'est la fin de cet épisode, à moins que tu aies quelque chose à ajouter? Non! On espère qu'il vous aura plu ou pas. Venez nous dire ce que vous en avez pensé sur nos réseaux sociaux que vous retrouvez sur la page du podcast recosic.lepodcast.fr. Vous avez tous les liens qui vont bien. Nous sommes particulièrement actifs sur Blue Sky et Instagram. Instagram où nous faisons aussi, surtout toi, un gros service après-vente pour vous continuer de vous pousser les recos et les nouveautés des recos que nous avons déjà faites. On fait je fais de la nostalgie en bas, en fait, sur le compte Instagram, parce que je repose beaucoup, en fait, de vieilles vidéos, de trucs récents. Alors, il y a un peu de news, mais globalement, il y a aussi beaucoup de vieux clips ou de vieux passages live ou des trucs, en fait, qui sont un peu liés à ce dont on a parlé. Donc, ça touche un peu dans tous les sens, mais du coup, enfin, On surdocumente. j'essaye de faire en sorte que quand on page sur notre passe, on page sur notre page Insta, en fait, que ce soit un peu le côté feel good, en fait, que ce soit des trucs genre: «Ah, c'est un morceau sympa», que ce soit des trucs qui donnent de bons souvenirs. Donc bah, tester sur ça et puis surtout, voilà, parlez du podcast à d'autres personnes, Faites venez nous tourner. dire ce que vous dites-nous ce que vous en parlez. Pour le coup, j'ai rencontré des gens sur Paris récemment qui, m'ont dit qu'ils écoutaient le podcast, qu'ils trouvaient ça cool, donc merci beaucoup. Merci vraiment, vraiment, Ouais, vraiment, merci vraiment à tous. de dire, d'avoir des retours positifs dessus parce que, bah, ça fait plaisir. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc, n'hésitez pas à en parler à d'autres personnes, mais n'hésitez pas à nous dire genre: «Bah, c'était bien, merci». Ça fait Voilà! plaisir. Eh ben, on vous dit prenez soin de vous et bah, à très vite, hein. Bisous.